Donc Vanessa, vous êtes enseignante-chercheuse à l'Institut et votre propos là va être de nous permettre de mettre en perspective tout ce qui concerne donc la réglementation concernant la protection animale. Oui, Merci d'avance. exactement. Donc, merci beaucoup de m'accueillir ce matin. J'espère que vous m'entendez bien. Heureusement, j'ai l'aide du micro, parce que j'ai un petit problème de voix depuis hier, donc j'ai fait en sorte que ça passe. Mais j'ai l'impression que, voilà, là j'entends, j'ai un retour, donc vous m'entendez bien. Est-ce que c'est toi qui passes les diapos ou est-ce que j'utilise... Ok. Très bien. Je vérifie juste. Ouais. Et je reviens en arrière. Donc en fait, cet exposé, elle était préparée à 3 voix. Donc en fait, la commande qui nous a été faite, c'était de vous présenter un peu des éléments de réglementation en matière de protection animale. L'idée étant de faire à la fois un état des lieux, mais surtout de vous présenter un certain nombre d'informations qui peuvent nous aider à réfléchir en vision prospective, quelle peut être l'évolution de cette réglementation. Donc on a travaillé effectivement à 3 avec mon collègue Yannick ici présent, mais également Luc Mounier. Vous avez vu dans la présentation précédente, Valérie vous a présenté la chaire bien-être animal. Eh bien, Luc Mounier, il est professeur à VET AgroSup, mais il est aussi responsable de cette chaire bien-être animal. Alors, on a choisi d'abord de vous présenter quelques éléments de contexte. Donc, tout d'abord, c'était de vous présenter quelles sont les normes actuellement en France, aujourd'hui, pour la protection des animaux. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces normes, en fait, elles découlent à la fois du droit européen, mais aussi du droit national. Parmi les textes européens, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il existe en fait à la fois des réglementations, des règlements et puis des directives. Alors, les règlements sont d'application directe dans les États membres. En revanche, les directives nécessitent d'être transposées dans le droit national. Donc voilà, pour brosser un peu des éléments de contexte général, on retiendra que en France, en fait, au maillon élevage, et c'est ce que vous retrouvez sur cette première partie de la diapositive, en fait, on retrouve une directive 98/58/CE, et donc cette directive, elle établit les normes minimales relatives à la protection des animaux en élevage. Et elle est dite non spécifique, c'est-à-dire qu'elle couvre l'ensemble des animaux qui ne sont pas couverts par ailleurs par des directives spécifiques. Et je vous précise juste en dessous que ces directives spécifiques, elles concernent les poules pondeuses, les poulets de chair, les veaux de boucherie et les porcs. Et donc ces directives, elles ont été transposées dans le droit national entre 1998 et 2008. Et puis ensuite, il peut y avoir des arrêtés qui modifient en fait ces directives. Alors, il n'y a pas de la protection animale qu'au niveau du maillon élevage, mais aussi on retrouve un règlement relatif à la protection des animaux pendant le transport, mais également au moment de l'abattage. Alors, vous êtes peut-être tous très à l'aise avec les éléments de réglementation, mais on s'est dit que c'était peut-être intéressant de vous repositionner un certain nombre de choses. Donc, quand on parle de réglementation bien-être en France, en fait, l'organe particulier qui a cela, dont c'est la mission, c'est le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. À l'intérieur de ce ministère, il y a un certain nombre de directions générales, notamment la Direction générale de l'alimentation, et un bureau particulier qui est dédié, un service dédié, qui est le bureau du bien-être animal. Donc ce service au niveau central, en fait, est responsable à la fois de la conception de la réglementation, mais aussi de travailler à sa mise en œuvre et à son application. Et puis ce niveau central, eh bien, il travaille aussi avec les régions, les départements, les services de l'État déconcentrés, notamment les directions départementales de la protection des populations. Vous avez tous entendu parler, je pense, des DDPP. Et les DDPP, eux, ils sont responsables de l'application de la réglementation, mais également des aspects contrôle. Donc on a essayé de chercher quelques chiffres sur le site du ministère. On a trouvé un chiffre relativement récent qui dit qu'il y a environ 12 000 contrôles en ferme par an qui sont réalisés par les services de la DDPP. Ils sont aussi responsables, vous le savez, je pense, au niveau des abattoirs, des inspections anté-mortem. Alors on a dit qu'on allait faire un état des lieux, mais qu'on allait essayer d'avoir aussi une petite vision prospective. Là je reviens un tout petit peu en arrière pour, je pense que ça n'a échappé à personne, peut-être aux étudiants, ils se souciaient peut-être pas de ça dans les années 2010-2015, ils étaient trop jeunes, mais de se dire que globalement, donc on retrouve sur cette représentation le ministère, le bureau dédié au bien-être animal, mais en 2016, c'est Stéphane Le Foll qui était ministre de l'Agriculture, et donc il y avait déjà en fait une vraie demande de la société d'amélioration de la protection animale, non seulement en élevage, mais aussi ce qui concernait tout ce qui était animaux de compagnie.
Et donc, en fait, il a lancé une grande consultation, à la fois en travaillant avec le monde professionnel, mais aussi le monde associatif, les organisations de protection animale. Et cela a abouti à l'élaboration d'un document, en fait, que vous pouvez consulter, qui était « Stratégie de la France pour le bien-être des animaux 2016-2020 ». Donc, il y a un certain nombre d'actions qui devaient être mises en œuvre. Et donc, en fait, l'idée, c'était de travailler sur cette thématique de la protection animale en s'associant avec la science. Et donc, il y a des organismes, en fait, qui travaillent à participer, grâce à leurs recherches, à l'évolution des connaissances. C'est l'ANSES, vous connaissez, en France, qui est en relation avec l'organe européen qu'on appelle l'EFSA, qui est l'autorité européenne pour la sécurité alimentaire. Et puis dans cette stratégie de la France, notamment, on a eu mise en place, et ça a été concrétisé, alors j'ai pu vérifier, je ne sais pas si c'est 2017 ou 2018, mais en tout cas, la mise en place du Centre national de référence pour le bien-être animal. Et donc tout à l'heure, Alessia disait que c'était la 6e journée, moi je ne me souvenais plus exactement, mais lors de la première ou de la 2e, en fait, Alain Boissy était venu présenter des éléments, puisque c'est lui qui, jusqu'à la fin de l'année, est responsable de ce Centre national de référence pour le bien-être animal. Et donc ce Centre national travaille en concertation avec des centres au niveau européen qui ont des spécificités en fonction des espèces. Donc là, on avait un premier pas là, quand même, d'évolution et d'amélioration de la protection animale qui avait été définie au niveau national. Et là, je remonte un peu au niveau européen. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2020, vous avez peut-être entendu tous parler, il y a la Commission européenne qui a développé un cadre global qui s'appelle Farm to Fork. Et donc, quand on lit un peu cette stratégie, on retrouve des éléments qui concernent le bien-être des animaux. Et donc, je vous lis la phrase. La Commission révisera la législation sur le bien-être des animaux, y compris en ce qui concerne le transport et l'abattage. Donc là, on a les 3 maillons, afin de l'aligner sur les données scientifiques les plus récentes. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, on va revenir là-dessus après. D'élargir le champ d'application et de faciliter l'application, l'idée étant d'assurer un niveau plus élevé de bien-être des animaux. Donc là, au niveau européen, 2020, on a Farm to Fork qui sort. Et puis, Valérie en a parlé aussi tout à l'heure, des attentes qu'on avait pu sentir dès le projet Accept 2017 sur la fin des cages. Mais là, il se passe aussi quelque chose au niveau européen. C'est une initiative citoyenne européenne, vous en avez tous entendu parler, pour la fin des cages. Et donc la Commission européenne s'est emparée de cela, avec les signatures différents États membres et tout ça, des citoyens de l'ensemble des États membres qui signent en fait massivement cette initiative citoyenne et déclarent qu'effectivement, l'idée, ça va être d'éliminer progressivement et ensuite d'interdire l'utilisation des cages, ceci pour toutes les catégories d'animaux visées dans cette initiative citoyenne européenne. Je vous ai mis le petit lien si vous voulez consulter cela. Et donc on chemine un peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, globalement, on a entendu au niveau européen et au niveau français. 2022, la Commission européenne nous dit on va évaluer la législation actuelle. En gros, faire un bilan de qualité. Et puis, elle a demandé aussi à l'EFSA, donc l'autorité compétente, je vous ai dit, de fournir des avis, c'est-à-dire des documents scientifiques valides sur l'état des connaissances actuelles en termes de bien-être des animaux. Ce qui a été fait au niveau européen aussi, c'est des études d'impact des options de révision. Valérie, tout à l'heure, a dit quand on s'intéresse par le prisme du bien-être, on s'intéresse aussi aux impacts, pas que au niveau de l'animal, mais en fait des impacts plus globaux, sociaux, économiques, environnementaux. C'est ça qui a été discuté au niveau européen. Les États membres, on les encourageait aussi à s'emparer de la question. Donc il y a eu différentes concertations nationales, notamment en France. Il y a eu une concertation nationale avec l'ensemble des parties prenantes. Et ça, vous avez les petits liens si vous voulez consulter cela. Et donc l'idée, c'est ce qui avait été annoncé, des propositions législatives, à la fois sur le transport et l'élevage, fin 2023. Je reviens très rapidement sur les avis de l'EFSA. Vous allez voir que je ne peux pas vous les présenter tous. L'idée, c'est que l'EFSA a fourni à la Commission européenne des rapports entre 2022 et 2023. Je vous ai mis les petits liens. Sachez que vraiment, il y a une consultation assez exhaustive de la littérature. Et donc, certains des rapports font plusieurs centaines de pages. Donc, si vous êtes très motivés, parce que c'est très intéressant, mais effectivement, je ne vous présenterai pas tout. Je livre ça ce matin pour ceux qui sont intéressés. Et donc vous voyez que ça concerne les porcs, les poules pondeuses, poulets de chair, veaux, canards, rois, cailles, vaches laitières, mais également des éléments de transport.
Donc je vous dis plusieurs centaines de pages, c'est pas si évident de rentrer dans ces documents. L'idée, c'était quand même que ces recommandations, tout à chacun puisse prendre un peu connaissance. Donc il y a eu des versions très simplifiées, et notamment vous pouvez retrouver sur le site de l'EFSA des posters, donc c'est extrêmement simplifié, mais qui pointent en fait les éléments un petit peu clés qui ressortent de ces avis. Et donc pour tous les différents items dont je vous ai parlé, là je vais prendre juste 2 exemples, j'ai très peu de temps ce matin. Concernant le port, par exemple, bien, on retrouve des éléments concernant le fait d'abolir les cages individuelles et de passer vers des systèmes de mise bas liberté. Vous pourrez voir que ce qui est dit au niveau de l'EFSA, c'est un avis scientifique, c'est-à-dire de dire pour maximiser, potentialiser le bien-être des animaux, voilà dans quelles conditions il faut les faire vivre. Et donc on a par exemple des normes de surface pour les truies en maternité qui arrivent, des éléments sur les tailles de portée, et puis aussi, et ça on voit que c'est très en phase avec les attentes sociétales, des éléments concernant les mutilations en élevage et notamment la codectomie étant le fait de couper les queues. Et donc voilà, il y a un certain nombre de recommandations concernant notamment le fait d'apporter un enrichissement approprié aux animaux, ce qui éviterait la codophagie, le fait qu'ils se mordent la queue les uns les autres. Concernant le veau aussi, il y a eu des choses. Parfois, on retrouvait des choses chez les monogastriques, un peu moins chez les ruminants. Là, on retrouve des éléments concernant le logement individuel. Donc, vous le savez, en fait, la plupart du temps, les petits veaux étaient mis en case individuelle après la naissance. Et donc là, on dit éviter le logement individuel et travailler avec soit des logements petits groupes, on dit pair housing, ou des groupes jusque 7 individus au cours des premières semaines de vie. Il y a des éléments concernant l'espace aussi, à la fois l'espace pour se reposer et pour jouer, mais également un élément clé, là on revient, c'est sur le lien mère-jeune, et donc le fait de maintenir à minima pendant une journée un contact mère-veau. Et donc on parlait des attentes sociétales acceptent, mais là tu as cité je crois aussi l'Eurobaromètre. Effectivement l'Eurobaromètre vient de ressortir, un Eurobaromètre qui vise à recenser l'attitude des Européens vis-à-vis du bien-être animal. Le dernier datait de 2016 et donc la Commission vient juste là, mi-octobre de le sortir, et donc vous pouvez retrouver l'ensemble des éléments, mais il y a un certain nombre d'éléments qui ont été mis un peu en image et que vous retrouverez sur la chaire bien-être animal si vous voulez. Donc ce qu'on voit, c'est que oui, vraiment, que ce soit au niveau européen ou français, les citoyens estiment que le bien-être des animaux d'élevage doit être mieux protégé. Donc c'est une vraie attente sociétale. Il n'y avait pas trop de doute, mais n'empêche que ça renforce. Et puis vous voyez que les éléments forts, c'est les mutilations, les cages individuelles, et puis on retrouve des éléments sur l'extérieur aussi. Et puis juste, le consentement à payer. Les citoyens se disent prêts à payer plus cher des produits qui valoriseraient ou qui maximiseraient le bien-être animal. Et donc là, ça sera des discussions que vous pourrez avoir au cours, mais le citoyen, le consommateur, on voit que ce n'est pas si simple. Et donc l'évolution de la réglementation, je vous avais dit, c'était pour fin 2023. Ah oui, mais mi-septembre, en fait, il n'y a pas eu de mention de cette révision de la réglementation sur le bien-être dans le discours politique de rentrée de la Commission. Et quand on regarde le plan de travail 2024, je vous ai mis le petit lien, on ne trouve pas mention pour l'instant de cela. Mais on a trouvé, et c'est Yannick qui a trouvé ça, un petit entrefilet dans le monde, et puis ça discute un peu de se dire qu'officiellement l'exécutif européen assure que la révision est toujours en cours, mais on n'a pas de détails concernant le calendrier. Alors quand même, on attend, a priori c'est les informations, un texte sur le transport, ce sera début décembre. En revanche, pour tout le reste et le maillon élevage, peut-être printemps 2024, il y a les élections européennes, peut-être que ça attendra ce moment-là. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que quand on annonce une évolution de la réglementation, le fait que ça ne se fasse pas ou que ça soit décalé, ça entraîne un peu de flou, et donc on voit que ce n'est pas satisfaisant à la fois pour le monde associatif, pour les citoyens, mais aussi pour l'ensemble des filières et notamment des éleveurs qui, pour pouvoir se projeter dans les projets futurs, ont besoin de savoir un petit peu quelle sera la réglementation qui devra guider leur choix. Je vous remercie de votre attention.